Bonjour à tous, bon midi, bienvenue à l'événement La Transition s'invite. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, bien, La Transition s'invite, c'est un événement qui invite à se rassembler pour propulser la transition sous toutes ses formes et ainsi amplifier le pouvoir d'action chez les jeunes et les adultes dans les institutions scolaires, entre autres. L'événement s'inscrit dans la lignée du Pacte de l'école québécoise qui a été mis en place il y a 3 ans, grande journée, et aussi dans la démarche d'accompagnement de la transition écologique qui est offerte aux écoles secondaires par le Lab 22. On est le 21 février 2022. Il est 12h46. C'est l'événement La Transition s'invite. Ça se déroule jusqu'au 23 février, donc mercredi jusqu'à 19h pour ceux qui le savent pas. Moi, je m'appelle Maude Carmel. Je suis aussi connue sous le nom de Bravo Maude sur Instagram. Certains pourraient me connaître comme comédienne, animatrice ou chroniqueuse, mais vraiment, depuis quelques années, je crée beaucoup de contenu sur Instagram relié au développement durable. J'aime faire des petites capsules sur le mode de vie éco-responsable. Et j'ai d'ailleurs animé La planète s'invite à l'école en février 2019, la journée où on a signé le pacte de l'école québécoise. Donc, quelques petits rappels, consignes pour les élèves qui sont connectés ou pour les gens qui sont connectés en général. Soyez certains que votre nom complet est écrit sous votre identifiant. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans la section questions-réponses, QR, en bas de l'écran ou en haut de l'écran, ou levez la main si vous souhaitez être vu pendant que vous posez la question. Et attendez qu'on vous nomme, bien sûr, pour tout commentaire. Vous pouvez utiliser le chat. À noter que l'activité est enregistrée. Donc, l'activité ce midi, ça vise à favoriser les échanges sur l'engagement en lien avec la transition écologique entre des classes de jeunes secondaires et une personnalité publique. Et notre personnalité publique aujourd'hui, c'est nul autre que... Je vois rire de l'autre côté de l'écran. Oui. Notre personnalité publique aujourd'hui, c'est Xavier Watso, qui est enseignant et militant à Benaki. Bonjour, Xavier, premièrement. Tu viens de la communauté de Danac. Pour ceux qui veulent se situer, c'est à 32 km à l'est de Sorel. Et vous militez, tu milites pour... Est-ce qu'on pourrait se tutoyer aujourd'hui, peut-être? Oui, je pense que oui. Donc, tu milites pour les droits des Premières Nations. Tu as d'ailleurs 30 000 abonnés sur TikTok. C'est un sujet dont tu parles déjà. Membre fondateur d'un groupe de powwow drum, les Flying Sturgeons. Et tu es aussi maître de cérémonie pendant les powwows de Danac et de Wolinac. Et tu enseignes également le théâtre à l'école Louis Riel depuis comme une quinzaine d'années. En plus, parce que non, c'est pas terminé, tu es chroniqueur régulier au journal Métro et dans le magazine Curium. Donc, après toute cette belle présentation, Xavier, je te laisse nous parler de ce que tu fais, de ta vision de la transition écologique. Puis par après, on va pouvoir ouvrir la discussion avec les jeunes. Donc, préparez dès maintenant vos questions pour Xavier. Donc voilà, Xavier, parle-nous de ton parcours et de comment tu vois la transition, que ce soit pour toi ou pour la communauté autochtone. Quoi, Maud, et merci beaucoup de l'invitation. Je trouve ça vraiment le fun. Je riais au départ, évidemment, quand tu parlais de personnalité publique, parce que je me considère tellement pas ça. Je veux dire, moi, à la base, je le dis, je suis enseignant au secondaire. C'est ça ma vie, puis c'est ça que j'aime faire. J'aime enseigner, j'aime le contact que je peux avoir justement avec les jeunes, voir la nouvelle génération aussi allumer, puis pouvoir échanger avec eux. Puis moi, ça me garde, évidemment, toujours on my toes, comme sur le bout de mes pieds. C'est justement cette énergie-là qui me permet moi, d'aller plus loin aussi dans mes projets personnels d'une certaine façon. C'est ça, personnalité publique, bof. Mais c'est ça, tu as dit 30 000 abonnés sur TikTok. Je suis quand même chanceux d'avoir atteint c'est le fun, sauf que tu vois toujours comme les gens qui en ont plus. Fait que on va travailler plus fort pour aller encore plus haut. Mais il y a quand même un impact, quand même. Puis des fois, quand on a une petite communauté, on se sent des fois aussi plus proche des gens. Puis des fois, ils ont tendance à considérer ce que tu dis comme quelque chose d'encore plus réaliste, d'encore plus véridique. Bien, je pense que je suis chanceux d'avoir cette plateforme-là. Mais à la base, ma plateforme à moi pour échanger, ça a toujours été ma classe. Je veux dire, en tant que prof d'art dramatique, je me permets de toucher à tous les sujets comme tous les aspects de la vie, là, puis ça me permet d'échanger avec mes élèves sur toutes sortes d'affaires. On fait toujours un genre de 5-10 minutes au début de la période pour pouvoir parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde, de ce qui se passe ici, de parler de l'environnement, de parler des nouvelles causes ou des choses qui peuvent être... même sans être des fois dans le militantisme, là, on peut parler aussi des choses qui sont proches d'eux. C'est ça qui me gardait, comme je disais, qui m'aidait à me pousser plus loin, parce que TikTok, à la base, je ne connaissais pas tant la plateforme. Il y a un an, c'était intéressant
comme idée, mais j'avais jamais vraiment touché à tout ce qui était TikTok. Puis mes élèves n'arrêtaient pas de m'en parler tout le temps. Fait que j'ai décidé à un moment donné, tu sais, bon, ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a un an, j'ai commencé, j'ai commencé à publier des trucs. Puis finalement, ben là, c'est ça. Je suis rendu où je suis rendu maintenant. Je suis vérifié sur TikTok Oui, depuis justement un vérifier, c'est mois. vrai. Vérifié, le petit crochet bleu. Ah, Mais c'est ça, je trouve toujours ça drôle satisfaisant. aussi. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, quand on parle de vérification sur n'importe quelle plateforme, normalement, c'est pour les célébrités ou pour les journalistes pour pas qu'ils se fassent voler justement leur identité. Ben, oui, qui voudrait faire semblant d'être moi, je ne le comprends pas encore. Oui, mais c'est juste pour la plateforme de dire ce qu'il dit a un impact, ce qu'il dit est pertinent et véridique. Donc, oui, tout à fait, c'est vraiment intéressant. Donc, tu dis que, bon, TikTok, c'est pas une plateforme à laquelle tu aurais pensé. Donc, s'il y a 2 ans, on t'avait dit que tu serais TikToker, sûrement tu l'aurais pas cru. Ben, déjà, je trouve ça tellement drôle. Tu sais, comme de m'appeler TikToker. Je pense que c'est Radio-Can qui a commencé à m'appeler TikToker. Puis là, j'ai dit, bon, ben d'accord, je vais le prendre. Si Je vais le Radio-Can prendre. le dit. Tu sais, Radio-Can le dit, ça doit être quelque part un Ben peu oui. vrai. Je suis TikToker. Fait que c'est ça, tu sais, je me présente enseignant TikToker puis militant à Benaki. Puis à travers justement, ben, TikTok, puis comme toutes les autres plateformes, hein, je pense qu'à travers toutes les plateformes, tu peux justement pousser tes causes un peu plus loin puis aller faire une sorte de militantisme. Puis TikTok, je trouve que c'est une vraiment bonne plateforme pour ça. Je ne vais pas faire de la pub pour eux autres, là. Mais en même temps, tout le monde pense que TikTok, c'est que des gens qui dansent. Ils pensent que c'est que des ados qui mangent des Tide Pods ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, comme des espèces de stéréotypes-là de jeunes. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. TikTok va te montrer ce que toi, tu recherches. L'algorithme va aller chercher ce qui t'intéresse, puis tu vas avoir des niches. TikTok, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tous tes points d'intérêt vont être comme bien ciblés à travers la plateforme. Puis là, tu vas avoir ce que tu recherches. Comme moi, par exemple, mon TikTok à moi, c'est le militantisme autochtone, évidemment. C'est l'humour autochtone, puis c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'éducation. Fait que, ces trois sujets-là, c'est ça ma page. Puis c'est là-dessus que je publie aussi. Non, pour les jeunes d'une génération que ça les intéresse, ils vont tomber là-dessus, puis ça peut tellement être enrichissant puis stimulant. Puis en plus, tu es habitué d'être avec des jeunes là, de ton âge, voyons, des jeunes de la génération Z, tu sais. Donc, c'est sûr que tu sais comment les rejoindre, en fait. Bien, faut quand même... Je suis plus vieux que j'en ai l'air, là, je sais pas si... merci si j'ai l'air jeune. Mais ça fait 15 ans que t'enseignes. Ah, c'est ça! Ah, shit! Je veux dire, zut! Mais oui, c'est ça. J'approche la quarantaine, puis c'est un choix, c'est un effort, tu sais, comme de rester proche des gens, parce que tu l'entends tellement souvent. Les gens qui disent ah, la nouvelle génération sont ci, sont ça, puis sont comme ci, puis sont plus paresseux ou sont plus comme ça, sont toujours sur leur selle. Mais c'est parce que quand toi, tu étais jeune, tes parents disaient la même chose de toi, mais par rapport à quelque chose d'autre. Fait que, après ça, c'est à toi de genre réaliser que la jeunesse va être la jeunesse, puis elle va toujours comme pousser la limite pour améliorer la société. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis j'en profite, puis ça me permet à moi, justement, de continuer à faire ce que je fais, tu sais. Absolument. Bien, justement, j'ai une question comme à 2 volets qui est un peu liée à ça. Premièrement, bon, toi, ça fait 15 ans que tu enseignes, donc tu as vu un peu comme une génération changer. Donc, je me demandais, est-ce que cette génération-là, dans les 15 dernières années, tu l'as vu évoluer vers être une génération encore plus impliquée, encore plus engagée? Et justement, est-ce que tu penses qu'il serait important d'intégrer au programme scolaire un cours d'éducation à l'environnement puis à l'éco-citoyenneté? Donc, un peu une question à 2 volets, tu peux y répondre comme tu veux, là. Okay, je réponds à la première, puis la deuxième, je vais sûrement l'oublier, fait que tu me la rappelleras. Parfait, c'est bon. Oui, c'est ça. On va y aller. Mais honnêtement, oui, je vois une grande différence. Puis c'est pas tant les jeunes qui ont changé, parce que les jeunes, ils ont toujours, comme je l'avais dit, quand tu es jeune, tu as soif d'avoir un meilleur avenir, j'imagine. Mais c'est pas tant les jeunes, mais c'est la société dans laquelle on vit qui a donné des outils à la population pour procéder à ces changements-là. Je m'explique un peu, là. Puis je ramène toujours tout aux causes autochtones, parce qu'évidemment, c'est mon champ de prédilection. Là. Mais si on regarde, par exemple, les causes autochtones, au départ, depuis, moi, je dirais à peu près depuis 2007, 2008, 2010, là, avec l'arrivée de Facebook, il y a eu des grands changements, des grands bouleversements, puis des nouvelles façons pour nous de connecter en tant que communauté autochtone. Tu regardes la première grande affaire autochtone grâce aux médias sociaux, c'est Idle No More. Idle No More qui était, je voudrais dire international, peut-être pas mondial, mais certainement aux États-Unis puis au Canada, c'était énorme, Idle No More.
Puis ça nous a permis de réaliser que, ben, même si on ne vient pas de la même communauté, même si on n'est pas, même si on ne se connaît pas, on a vécu des choses similaires, on a vécu des traumas similaires, puis on veut que ça change de la même façon. Fait qu'on a réussi à comme reconnecter un peu partout à travers I Don't Know More. Puis après ça, ben, tu en as vu d'autres. À chaque 2 ans, il y a comme une grosse affaire, une grosse action autochtone qui explose grâce aux médias sociaux. Fait que I Don't Know More, Standing Rock, Wet'suwet'en, Stop Line Tree, comme au Minnesota. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que tu vois auxquels j'aurais jamais eu accès en tant que jeune s'il n'y avait pas eu les médias sociaux. C'est un peu la même chose. Je ramène ça aussi, mettons, au printemps arabe, là, où est-ce que, grâce aux médias sociaux, il y a eu comme des grands bouleversements, des grands changements là-bas qui sont opérés. Fait que, c'est parce que les gens arrivaient à communiquer. C'est un peu la même affaire. C'est quelque chose qui nous manquait. Avant ça, il y a eu quelques mouvements autochtones, évidemment, dans le mouvement le AIM, l'American Indian Movement, où il y a la Krizoka aussi, mais c'était pas pareil parce que c'était beaucoup plus difficile de s'organiser. Fait que l'opportunité que nous offrent ces applications-là, puis c'est l'Internet tout court, ben, ça permet à la nouvelle génération d'être plus impliquée puis d'être réellement plus au courant. Puis je pense d'avoir les moyens de pousser pour le changement qu'ils veulent. Je veux dire, moi, mettons à 14 ans, à 15 ans, même si je voulais changer le monde, tu te sens tout seul longtemps à un moment donné, là, des fois. Fait que maintenant que tu peux connecter avec différents groupes qui pensent comme toi. Je ne sais pas sacré. Zut, enfin, il y a du monde qui pense comme moi, fait que je peux. Je ne suis pas tout seul. Let's go, on change le monde ensemble. Tu as créé un réseau. Exact. Absolument. Exact. Ben, en fait, les réseaux sociaux, ça peut être un couteau à double tranchant. Ça peut vraiment être justement quelque chose qui informe les jeunes, qui les propulse, puis qui leur fait connaître aussi ce qui se passe à travers le monde, donc qui les sensibilise. Mais ça peut être aussi un piège où est-ce qu'il y a de la désinformation. Puis justement, je me demande, pour que l'information des jeunes soit toujours concrète, correcte, véridique, est-ce que tu penses que l'école devrait intégrer à son curriculum des cours d'éducation à la citoyenneté et à l'environnement pour que vraiment les informations se transmettent de façon claire, nette et précise? Ça, c'est un hot take, là, vite de même. Je vois pas pourquoi pas. Ben je veux dire, je suis pour les cours d'éthique. Peut-être que ça pourrait s'intégrer dans ces cours-là d'une certaine façon. Je sais, comme je dis n'importe quoi, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que ça pourrait être important. Parce que oui, c'est important que les gens s'éduquent face aux fake news, aux fausses informations qui circulent, face aux dangers aussi, mettons, possibles des médias sociaux. Mais en même temps, je pense que c'est important de responsabiliser l'individu, mais c'est vraiment important aussi d'aller responsabiliser la compagnie qui est en charge de cette application-là. S'il y a autant de fake news, puis s'il y a de la propagande haineuse ou d'extrême droite qui se promène sur les médias sociaux, puis que ça prend comme une semaine à enlever ou tout simplement qu'ils ne l'enlèvent pas, bien, parce que ça génère énormément de clics pour eux, ça devient problématique du point de vue de la compagnie. Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile. Là, je sais que c'est un peu votre affaire aussi, mais j'ai toujours trouvé ça difficile de mettre la responsabilité sur l'individu. Oui, on a notre part à faire. C'est certain que chacun, tous ensemble, on va changer de quoi. Mais c'est parce que ça ne change pas en haut. À un moment donné, j'ai bien beau recycler tous les jours. S'il y a 1 milliard... Le tri se fait mal, oui. Ou ça aussi, comme il y a une grande compagnie qui pollue de façon... L'histoire des jets là, en Europe, je pense que les compagnies aériennes qui étaient obligées de faire voler leurs avions vides pour pouvoir conserver leur ligne. Oui, en priorité. C'est pour dire que c'est comme moi, en tant qu'individu, je veux changer le monde, mais ça me fait chier que. Je veux dire, ça m'énerve. On se sent un peu petit, je comprends. Ben, tu sais, pour moi, c'est un peu, bon, là, fou la poule. Après ça, acheter, c'est voter. Poser un geste, c'est voter. Donc, encourager une grande entreprise. Tu sais, on a nos petits gestes à faire pour communiquer aussi aux grandes multinationales ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas comme citoyen. Mais bon, tout ça est un gros sujet. Et, en fait, je réitère qu'en ce moment, je pose un peu aussi des questions des participants. Donc, s'il y a des participants, des étudiants ou des gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à écrire des questions dans questions-réponses ou à lever la main si vous voulez poser la question. Ici, j'ai mon co-animateur, Carl-Antoine, qui est en direct du studio, de l'autre côté de la porte, qui aurait une question pour toi, Xavier. Salut, Carl-Antoine.
Salut Xavier, en fait, j'avais une petite question rapide pour toi. Et étant donné que tu es quand même bien connu sur TikTok maintenant, je me demandais si tu avais comme des trucs pour les jeunes qui voudraient peut-être justement transmettre de l'information sur leur plateforme. Donc, par exemple, à travers TikTok ou à travers Instagram, etc. Quand tu as commencé, là, quand tu n'étais pas verified, est-ce que tu te rappelles, tu peux te remettre dans cet esprit-là puis donner peut-être des trucs de comment tu as fait justement pour que ta chaîne ait autant de succès? Je suis vraiment chanceux en ce sens où ma job puis ma vie, c'est d'être prof. Fait que, tu sais, tout ce que je fais sur les médias sociaux, puis c'est comme ça que je le dis aussi à mes élèves qui me disent ah, ben j'aimerais ça, tu sais, grossir mon compte ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut que tu aies du fun à faire ce que tu fais. Puis ça s'applique à tout dans ma vie. Là. Si j'avais plus de fun à enseigner, j'arrêterais. Si j'avais pas de fun à faire ceci, si j'avais pas de fun à ça, je le ferais pas. Fait que il faut que tu aies du plaisir à faire tes TikTok. Je sais qu'il y en a pour qui, tu sais, comme ils lâchent tout, puis ils se consacrent à 100% là-dessus, puis ils vont faire, mettons, 5 vidéos par jour. Puis à un moment donné, quand ça devient trop comme une tâche, puis tu perds ton plaisir, c'est tough. Fait que, moi, au départ, je suis embarqué sur l'application TikTok avec quand même un gros bagage. Tu sais, comme on l'a dit tantôt, je suis vieux. puis ça fait longtemps que je milite. Tu sais, je veux dire, j'ai milité dans la rue pour tous les événements autochtones que j'ai mentionnés tout à l'heure. Lors des carrés rouges, j'étais déguisé en lapin, puis je courais partout. Puis je veux dire, je sortais tout le temps. Tu sais, fait que j'ai milité comme pour plein d'affaires. J'avais déjà comme un gros réseau, puis un gros bagage de militants en arrière de moi. Fait que quand j'amène ça à l'avant, ben je sais de quoi je parle, j'ai du fun à le dire. Aussi, il faut faire attention. Des fois, tu entends parler de quoi, puis tu es outré par cette affaire-là, puis tu as envie d'en parler, mais il faut quand même que tu vérifies tes sources. Ça, c'est super important, parce que dès que tu commences à propager la fausse nouvelle, tu perds toute crédibilité, puis ça fait que tu vas perdre ton auditoire, puis ça ne fonctionnera pas. Un autre truc, peut-être, moi, mon compte, c'est pas que de la militance. Je fais un peu de variété, là, on va dire. Il y a des gens qui se spécialisent dans une seule niche puis qui vont faire que ça. Des fois, ils font une vidéo qui devient virale, puis là, ils sont obligés de toujours faire la même chose parce que sinon, ils perdent des. Mais tu sais, je connais du monde, puis c'était ça aussi. Ils ont eu rapidement, mettons, 30 000 followers, 40 000 followers, puis là, malheureusement, s'ils ne font pas la même affaire, ben, ça ne marche pas autant qu'avant. Il faut que tu bâtisses petit à petit, je pense, ton auditoire. Puis ces gens-là, ben, s'ils te suivent, c'est parce que tu as un contenu qui les intéresse. Tu fais quelque chose qui est accrocheur, peut-être. Fait que, ton énergie, moi, je fais un peu. Ouais, l'énergie. J'essaie d'y aller dans l'humour, le militantisme. J'ai commencé à faire des vidéos en français récemment, parce qu'avant, j'étais plus international. Ouais, dans le sens où, comme tu peux voir tes followers, ils viennent d'où, tu sais. J'avais comme seulement 30% de mes followers qui étaient canadiens avant. Là, fait que c'était comme vraiment assez large. Puis là, j'ai commencé à essayer de rendre ça plus Québec, Canada, États-Unis. Je pense que je suis rendu à 60% canadien. Mais tu joues avec ça. Dépendamment de ce que tu publies, ça va aller chercher du monde un peu partout. C'est ça. Si tu as du fun à faire ce que tu fais, je pense que ça va fonctionner parce que non seulement ça va transparaître dans ta vidéo, ton plaisir que tu as, mais toi, tu vas avoir envie de continuer parce que c'est le fun de faire des choses de fun. Ouais. Définitivement. J'aurais pas pu mieux merci beaucoup, Xavier. Merci, Carl, pour la question. Merci, j'aurais pas pu mieux plaisir. dire. Oui, vraiment. Belle réponse, Xavier. L'authenticité, avoir du fun, croire à son message. J'aurais une autre question ici que je trouve vraiment importante. C'est quoi, Xavier, ta vision de la réconciliation... oui, Xavier, voyons. C'est quoi ta vision de la réconciliation et comment établir des ponts véritables et durables entre les jeunes allochtones et les autochtones? C'est un étudiant qui a écrit ça? T'as une bonne question. OK. J'ai pas de nom anonyme ici, donc voilà, grosse question. C'est quoi ma vision de la réconciliation? Ben, premièrement, moi, je pense que c'est pas possible parler de réconciliation avant qu'il y ait 2 étapes avant ça. La réconciliation, c'est la dernière étape. Puis le problème, c'est que tout le monde veut passer tout de suite à la réconciliation parce que, une fois qu'on est réconcilié, ben, boum, c'est fini, Fait que pour se rendre à la réconciliation, au départ, il doit y avoir la vérité. C'est pour ça qu'on parle il y a une journée fériée là, en septembre qui est la journée de la vérité et de la réconciliation. Fait qu'il faut avoir la vérité. Fait qu'il faut être capable d'avouer ses torts. Première chose. Il faut être capable de dire ben, on a fait ça. On s'en excuse, on se sent mal, peu importe. Il faut être capable d'avouer ce qui s'est passé.
C'est la première étape. Parce que si on est dans le déni, si on dit ça fait longtemps, c'est fini, c'est plus comme ça, ben c'est pas vrai. Les traumas sont intergénérationnels, puis on est encore affecté. Et rapidement, moi, ma grand-mère est allée en pensionnat. Ben, ça m'affecte, moi, personnellement, parce que ma grand-mère, quand elle est allée en pensionnat, je ne veux pas dire qu'elle a perdu sa langue, parce que c'est pas vrai, elle se l'est fait arracher. Ce qui a fait qu'elle n'a pas été capable de le donner à ma mère, qu'elle n'a pas été capable de le donner à moi. Fait que moi, je suis pénalisé. Puis on s'entend là comme c'est incomparable ce qu'elle a vécu puis moi. Là. Mais dans le sens où comme on vit encore de ça. Ouais. Puis présentement, nous, on reconnecte, puis ça, on pourra en parler plus tard, là, parce que c'est super intéressant, la reconnexion justement des Autochtones de nos jours. Mais tu sais, fait qu'il faut probablement avouer. Puis la deuxième partie, c'est la partie que personne ne veut faire. La partie que personne ne veut faire, surtout pas, le gouvernement ne veut absolument pas le faire. Puis les personnes qui sont aussi, qui profitent de ce système-là qui a été mis en place. Puis ils n'en profitent pas, tu sais, comme de façon consciente. Mais c'est la partie de la réparation. La partie de la réparation est très importante, puis on essaie toujours de la scriber pour se rendre direct à la réconciliation. En termes de réparation, il faut réaliser qu'on a fait des erreurs, réparer nos erreurs, puis ensuite, il pourrait y avoir un début de réconciliation avec les Premières Nations. Puis c'est quoi réparer? Bien, ça ne veut pas dire nous donner du cash, ça ne veut pas dire nous redonner nos terres. Je n'ai pas de réponse précise comment est-ce qu'on peut réparer la chose, mais il faut trouver une manière de le faire, parce que je n'ai pas la science infuse de quoi que ce soit. Là. Je ne pourrais pas dire ça vite de même, mais je pense que c'est important de voir qu'il faut qu'il y ait une forme de réparation quelconque pour qu'on puisse passer à autre chose. Tu sais, quand on parle, mettons, ne serait-ce que genre, le premier mot que je cherchais, c'est la reconnaissance. Reconnaissance, l'écoute. reconnaissance, réparation, puis réconciliation, les 3 R. Fait que, c'est comme le recyclage. Oui, c'est ça. Les 5 R du zéro déchet. Oui. Mais là, les 3 R de la réconciliation. La réconciliation. Fait que la première, c'est la reconnaissance. Puis, tu sais, quand, mettons, même notre gouvernement, là, quand M. Legault refuse de reconnaître le racisme systémique, bien, déjà là, tu bloques le premier, là. Tu bloques la première. Oui. Boum. Fait qu'on ne se rendra jamais à la réconciliation, buddy, là, si tu commences même pas capable de nous écouter puis de nous entendre. Tu sais, M. Legault, il a placé un ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, là, un ancien policier. Oui. Puis, cet homme-là, ben, il a juste été placé là pour continuer de dire que ça n'existe pas le racisme systémique, alors que tout le monde autour de lui, partout au Québec, puis partout en Amérique du Nord, c'est la seule place où on ne reconnaît pas le racisme systémique, c'est au Québec. Ouais. Et c'est pas une province magique, le Québec. Là. Il y en a énormément de racisme systémique. Puis on peut vous dire où et quand et comment. Mais après ça, si vous refusez de vous garder vos œillères, on ne se rendra pas. Donc, le refuser, il n'est pas dans les 3 R. Donc, c'est vraiment. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaît nos torts, la réconciliation est déjà amorcée. Puis, je pense qu'il faut écouter. Oui, puis pour répondre pour finalement répondre à la question. Quand même bien répondu. Non, mais la personne avait demandé comment est-ce qu'un jeune peut justement essayer de se rendre là, parce que c'est dur aussi pour les jeunes. Un jeune allochtone, ben oui, comment il fait, lui, qui n'est pas dirigeant, tu sais, puis qui reconnaît le racisme systémique. Là. Tout à fait. Je pense que c'est on va rajouter un R, c'est de le respect. Fait que, quand tu finis par. Tu sais, comme quand tu t'intéresses, quand tu respectes justement, tu finis par respecter les membres des Premières Nations à travers l'écoute, puis tu fais pas d'appropriation culturelle, puis s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ben, en tant qu'allié, tu dénonces, tu laisses pas toujours le fardeau sur les épaules autochtones, ben, tu aides sans prendre la place, mais tu aides, ça peut être justement une bonne manière, tu sais, comme tu t'éduques, puis tu apprends. Est-ce que tu connais toutes les nations autochtones qu'il y a au Québec? Est-ce que tu es capable de dire quelques mots dans une des langues autochtones du Québec? Tu sais, commence par ça. Puis, moi, là, quelqu'un m'approche et me dit bonjour en Abénaki. Il me dit quoi, là? Je capote. Je trouve ça extraordinaire. Oui. Mais moi, c'est une des premières choses que j'apprends à mes élèves à chaque année. C'est comment dire bonjour, comment dire merci. Puis là, dans les couloirs, mes élèves me disent quoi? Moi, je pleure presque. Je trouve ça tellement hot. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué comme geste. Mais déjà, c'est une étape qui mène à la réconciliation. Oui, qui est un pont. Quoi? Est-ce que ça veut juste dire bonjour ou ça veut dire bye aussi? C'est-tu comme une salutation qui veut tout dire? Tu sais, tantôt, en partant, je peux-tu te dire quoi ou ça n'aurait pas rapport, mettons? Ça n'a pas vraiment... Okay, c'est comme salut. Tu peux dire salut comme en quittant, mais je te continuerai pour dire au revoir, je dirais adéo. Adéo. Fait que adéo. Fait que quoi et puis adéo. Voilà pour bonjour et au revoir. Mais peut-être que tu as déjà entendu kwe ou kwe. Oui, kwe.
Ouais, ben ça, ben, il y a l'émission de Mélissa Mollin-Dupuis aussi, Ouais, là, à Radio-Can. Radio-Canada les samedis soirs. Fait que, ça fait partie de la même racine de langue, mais c'est pas la même langue. Fait que, tu sais, si tu dis Kwe à un Abenaki, on est comme, ben, tu fais un effort, mais c'est comme si tu disais hola à un anglophone. Tu sais, je veux dire, au lieu de hello. Fait que, tu sais, c'est similaire. C'est ça. Ben, il y en a plein des langues autochtones, là, tu sais, donc... C'est ça. Ben, au Québec, c'est ça, il y en a 11. Fait que, je veux dire, moi, ce que je suggérerais de faire, c'est peut-être de trouver sur quel territoire non cédé autochtone tu te trouves, puis d'apprendre peut-être quelques mots de cette langue-là, parce que tu as plus de chances de retrouver des autochtones de cette nation-là. Oui, exactement. Bon, demander puis pas prendre pour acquis. Mais sur le même thème, en fait, bon, là, on parle de réconciliation, de créer un pont, mais si on rentre dans la lutte au changement climatique, ce serait quoi, justement, le meilleur moyen de créer une alliance entre les Allochtones et les Autochtones dans la lutte au changement climatique, selon toi? Je sais que c'est une grosse question aussi, là. Ouais, ben, puis là, j'espère que ça ne reviendra pas contre moi. Je parle de ça sans réellement avoir comme fait de la recherche là-dessus. Mais c'est selon toi, honnêtement, oui. selon moi, là, l'autodétermination des Premières Nations, tout passe par là. Fait que tu donnes aux Premières Nations le premier droit de regard, le premier choix, le veto sur leur propre territoire. Puis leur propre territoire, c'est pas leur réserve, c'est pas leur communauté. Là. On a des territoires qui sont non cédés, qui nous appartiennent, puis qu'on revendique. Fait que s'il y a quelque chose qui veut, s'il y a une mine qui veut se construire, s'il y a comme un projet pétrolier qui va se construire, qui veut se bâtir, ou il y a quelque chose d'un oléoduc, puis ça passe à travers des territoires autochtones non cédés d'une certaine nation, bien, ces Autochtones-là devraient avoir le premier droit de regard sur si oui ou non ce projet-là va avoir lieu. T'sais. Puis c'est à travers l'autodétermination des Premières Nations qu'on va finalement réussir, je pense, à s'entendre sur une transition écologique comme il faut. Il faut quand même faire attention, par exemple, là, parce que malheureusement, le système de réserve, le système de. Là, je dis réserve parce que c'est vraiment, je parle des réserves. Là, le système de réserve a été mis en place justement par le gouvernement canadien avec la loi sur les Indiens. Puis ça fait que ça a changé un peu notre vision et notre façon de faire. Fait que des fois, il y a des gens au pouvoir dans ces réserves-là qui vont faire fi, mettons, de ce que la communauté veut en bout de ligne. Fait que c'est pas toujours facile. Fait que tu regardes, parce que je fais référence à Wet'suwet'en dans ce que je dis. Ouais. Le Wet'suwet'en, tu as les chefs héréditaires puis tu as les chefs élus. Puis les chefs élus, eux autres, ils ont voté pour l'oléoduc, mais les chefs héréditaires, eux autres, sont comme non, on est contre. Là. Je veux dire, on va pas. C'est pas de l'argent, on va pas se faire acheter. Fait que, il faut quand même faire attention à ça. Moi, je suis évidemment du bord des chefs héréditaires parce que dans ce point de vue-là, je pense que c'est important qu'on les écoute parce que tu regardes partout dans le monde, c'est où que les territoires sont les mieux protégés d'un point de vue environnemental, bien, c'est tous les territoires autochtones. Dans le monde, c'est comme ça. La nature vient en premier, fait, en fait, là. Puis c'est ça qui est inspirant. Puis l'autodétermination des communautés autochtones par rapport à la gestion des territoires puis à la protection des territoires est très inspirante. Puis on devrait s'inspirer de ça aussi, visiblement. J'aurais une autre question sur un autre thème de Élise. Parfait. Lesquels de tes contenus font le plus réagir les gens? Est-ce que tu trouves que l'attention des gens n'est pas toujours dirigée vers les sujets les plus importants? Et elle ajoute un grand merci pour ce que tu fais. C'est très inspirant. Donc, bonne question, encore une fois. Merci, Élise. Oui. Ben, moi, au départ, la majorité de mon contenu, c'était vraiment... j'étais comme un peu le Stitch King. Là. Le Stitch, les collages sur TikTok. Fait que ce que tu fais, c'est que tu fais une vidéo... Là, je vais faire un grand préambule pour finalement répondre à la question. Fait que, tu fais des vidéos où est-ce que le début de ta vidéo, tu poses une question, puis après ça, tu réponds à ta propre question. Mais l'affaire, c'est que les gens peuvent prendre ton début de vidéo, puis ensuite, eux autres, ils collent leur vidéo. Fait que, faire un duel, en fait. C'est ça? Un genre de collage. Fait que tu prends... Puis ils t'arrêtent, puis là, ils... OK, oui. Puis eux, ils commencent, c'est ça. Fait que là, ma face à moi, elle a été vue sur des comptes avec des millions d'abonnés, parce que les autres prenaient ma vidéo puis ils répondaient à ma question. Puis souvent, c'est des questions sur comment tu dis tel mot dans ta langue autochtone, des trucs comme ça. Fait que je faisais beaucoup de ça, puis ça a vraiment grossi. Ça marchait très bien. Mais c'est sûr qu'après un an, ça finit un peu par s'essouffler. Fait que j'en fais encore. Mais ces vidéos-là vont avoir entre 1000 et 5000 vues, ce qui est très petit en termes de chiffres pour une vidéo pour moi. Fait que, mais je continue de le faire parce que j'ai du plaisir à faire ça. Puis, évidemment, les vidéos qui fonctionnent le plus, moi, je suis un militant, puis je n'ai pas peur de la controverse ou un genre de, je ne vais pas dire de chicane, là, mais tu sais, la confrontation, il y a des comptes. Ouais.
un peu de la confrontation. Là, il y a des comptes comme Modern Warrior qui sont très forts là-dedans. Puis, comme par exemple, mes deux dernières vidéos dans lesquelles j'ai dénoncé les faux autochtones qui comme dénaturait puis se ridiculisait nos traditions au convoi de la liberté, là, en face sur le mot con, là, à Ottawa. Quand j'ai dénoncé ça, puis quand j'ai décortiqué un peu qu'est-ce qu'il y en était, mais ça a explosé parce que les gens étaient outrés. Fait que, c'est sûr que d'un point de vue, pour aller chercher des vues, quand tu vas dans cette idée-là, ça peut fonctionner. Mais c'est une énergie qui n'est pas toujours facile à garder. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'y aller des fois dans l'humour aussi puis dans d'autres choses. Oui. Mais je pense que je suis vraiment chanceux dans mon compte. Parce que j'ai des vidéos où est-ce que je danse avec mes élèves, puis j'ai 100 000, 150 000 vues, ou j'ai des vidéos où est-ce que je dénonce des trucs qui sont racistes, puis j'ai 200 000 vues, ou juste moi qui parle d'une chose ou d'une autre, puis je vais avoir aussi 300 000 vues. Fait que, tout peut fonctionner, tout dépendamment de l'angle que tu y donnes. Fait que faut juste essayer différentes affaires. Tu vois qu'est-ce qui marche pas. Ben oui, puis que ce qui est 5 000 ou 300 000 vues, si ça a eu un impact important sur 5 personnes, ben je pense que l'objectif aura été comblé, réalisé. Puis c'est ça, comme Élise demandait, est-ce que les gens, des fois, ils ont une attention qui est dirigée vers les messages qui sont peut-être plus sensibles. Je pense que sa question, ça pouvait peut-être prendre cet angle-là. Ouais. Est-ce que les messages sont dirigés vers peut-être des TikTok, leur attention vers des TikTok plus sensationnalistes, alors que des TikTok plus militants, plus nuancés pourraient peut-être moins les rejoindre? Ben ça dépend. Parce que chaque contenu. Mais ça dépend comment est-ce que tu. Ouais, ça dépend comment tu le crées. Je veux dire, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Là, pour vrai. J'étais jeune dans le temps que les médias sociaux sont arrivés. Puis, dans le sens où comme j'ai grandi là-dedans, j'étais gestionnaire de plusieurs pages sur différentes plateformes. Fait que, puis je fais du théâtre, fait que je sais comment. Je connais les processus puis les procédés pour accrocher quelqu'un comme rapidement. Fait que, capter l'attention, puis il faut quand tu construis ton histoire, début, milieu, fin. Puis c'est des affaires dans lesquelles moi je fais naturellement, mais si tu y penses pas, dans ton TikTok, il peut manquer de quoi, puis ça fait que le monde, ils vont pas l'écouter jusqu'à la fin ou ils ne seront pas accrochés dans les 3 premières secondes. Fait que, il y a plein d'aspects techniques aussi qui sont intégrés que tu finis par apprendre au fur et à mesure que tu fais des essais et erreurs. Ou si tu veux aller faire une technique en cinéma, ça peut aider aussi, j'imagine. Mais pour faire des TikTok, ça vaut peut-être pas la peine de faire tout ce projet-là. Ben, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que le contenant ou la structure est sensationnaliste que le contenu est moins important ou moins intéressant. T'sais. Des fois, une vidéo sensationnaliste peut être tout à fait pertinente dans son contenu si on a compris la mécanique qui venait oui, tout à fait. Puis vice-versa aussi, là, il peut y avoir quelque chose de comme complètement drame, mais que ça peut fonctionner aussi. Là, exactement, oui, c'est ça, c'est vrai. Dernière question ici. C'est quoi ton plus grand souhait pour les jeunes en général, mais aussi pour tes élèves? Plus grand souhait. Mon plus grand souhait pour la les génération jeunes. future, mais probablement, ouais. De démanteler le capitalisme. C'est un grand souhait, d'accord. Démantelons le capitalisme, d'accord. Non, mais tu sais, je veux dire, tant qu'à se faire des souhaits, je sais pas, je veux dire, je peux bien dire de continuer à être militant puis de faire, mais le but ultime, oui, c'est ça. Mais le but ultime, c'est vraiment de changer les paradigmes. Parce qu'on n'y arrivera pas. Je veux dire, mais partez-moi pas là-dessus. Je veux dire, tu regardes les salaires que les gens faisaient, puis mettons, tu regardes le prix d'une maison. Fait que avec le double de ton salaire, tu achètes une maison. Maintenant, c'est 10 fois le prix de ton. Les salaires n'ont pas augmenté, là, mais le coût de la vie a explosé. Puis les boss puis les CEO, ils font comme 100 fois plus. C'est nous qui se faisons fourrer en bout de ligne. Fait que c'est aux jeunes de prendre le taureau par les cornes. Je vais vous aider. Inquiétez-vous pas, je vais être là aussi à l'avant avec mon tambour, puis je vais vous aider à changer le monde. Oui, c'est ça. Changer les paradigmes, équilibrer le tout peut-être, puis mettre les priorités ailleurs. Je pense que ce serait une belle façon de résumer tout ça. Eat the rich, eat the rich. Parfait. Oui, tout à fait. Oui, ça, je suis très, très d'accord. Mangeons les multimilliardaires. Donc, en bon français. Merci énormément, Xavier Watso. Ça a été une discussion vraiment le fun. On aurait pu parler des heures, je pense. C'est ce qui conclut l'activité aujourd'hui. Donc, c'est-tu ADO? Oui! OK, parfait. Oui, merci! Bon, ben, ADO, Xavier.
Adéo. ben- Puis je vois qu'il y a des questions. Vous pouvez toujours m'écrire sur TikTok à Watso_baramba. Vous pouvez me trouver sur TikTok et me poser des questions là. Ça va me faire plus que plaisir d'y répondre sous une vidéo ou d'une autre façon. Bon, j'espère que Adéo, tout le monde- Oléoné, ça veut dire merci. Merci à vous. Oléoné. Passez une Adéo. belle fin de journée. Bye bye. Donc, nous autres, c'est sûr que la transition s'invite n'est pas terminée. La prochaine activité, c'est Sentiment de pouvoir agir des jeunes face au changement climatique avec la chercheure Émilie Morin ainsi que des jeunes engagés qui va être de 17h à 18h ce soir. Je rappelle que vous pouvez visionner les capsules éducatives en tout temps sur le site du Lab 22, lab22.org. Ça porte sur une multitude de sujets qui peuvent inspirer les profs ou les gens en général à stimuler des discussions en classe ou à juste inspirer des ateliers. Et si vous voulez faire bouger les choses dans votre école, vous pouvez demander ou inviter votre école à signer le pacte de l'École québécoise pour passer de la parole aux actes, ou vous pouvez le signer vous-même individuellement, toujours sur le site du Lab 22. Je tiens à remercier toute l'équipe, les collaborateurs, collaboratrices du Lab 22, ainsi que ses précieux partenaires. Merci à tout le monde. Et on se revoit un peu plus tard. Donc voilà.